et bienvenue. On parle trop fort, il y a notre chien qui râle. Bonjour et bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve avec Jérôme pour une nouvelle vidéo qu'on voulait faire depuis très longtemps. Une vidéo sur un grand monsieur. Et le grand monsieur c'est... Moi. Non. Ah. C'est quoi? C'est Jean-Yves Mitton. Donc, voilà. Jean-Yves Mitton, ça fait longtemps comme l'historien qu'on voulait faire cette vidéo. Donc, de temps, tout ça. Alors, pourquoi pour une fois, on va faire une vidéo que sur une personne. Alors, pas tant sur la bande dessinée par elle-même, mais, enfin, si. Mais plus sur le personnage qu'est Jean-Yves Mitton. Parce que je trouve que c'est quelqu'un d'une grande variété de dessins qui a travaillé dans des domaines très différents. Un des seuls ou un des premiers au moins artistes français à avoir été remarqué et accepté dans le monde des comics par Stan Lee lui-même. Ouais. Et voilà, et je trouve que c'est quelqu'un qui n'est pas assez connu et qui n'est pas assez reconnu. Non. Donc, Sandrine va mettre un terme à tout ça. Eh ouais. Jean-Yves Mitton est un dessinateur et scénariste français de bande dessinée. Il est notamment connu pour son travail sur la série comics Micros, paru aux éditions Lug dans les années 1980. En 1959, arrivé à Lyon, il rentre aux ateliers des éditions Lug où il commence par retoucher les bandes étrangères pour se conformer aux demandes de la commission de censure. Puis, il crée ses premières planches dans le registre humoristique en reprenant Popov ou Pim Pam Poum, mais aussi dans le registre réaliste avec Blake le Rock, dont il dessine 22 épisodes ainsi que de nombreuses couvertures. À partir de 1972, il dessine également 2 épisodes du Surfeur d'argent qui lui permettent d'accéder aux comics USA, genre peu fréquenté par les auteurs français. Acharné de travail, il s'associe avec François Cortegiani en 1987 pour une nouvelle série, L'Archer Blanc, publiée dans Mickey, et Noël et Marie dans Pif l'année suivante. Il prend ensuite De Malais, De Silence et De Sang chez Glénat, tout en poursuivant cette série jusqu'au tome 10. Il débute la longue saga gallo-romaine Vae Victis aux éditions Soleil avec Roca au scénario. Par la suite, Soleil lui laisse carte blanche et il enchaîne avec Les Survivants de l'Atlantique et Chroniques barbares. En 1997, il élabore Attila, mon amour, avec Franck Bonnet au dessin et Quetzalcoatl chez Glénat. En 1997, il reçoit la médaille de la ville de Clermont-Ferrand lors du Festival de la BD pour l'ensemble de sa carrière. En 2006, il réalise Le Dernier Kamikaze aux éditions Soleil avec Félix Molinari au dessin. En 1980, Jean-Yves Mitton réalise 2 épisodes du Surfeur d'argent avec Marcel Navarro. En 1981, sous le pseudonyme John Milton, il crée le super-héros Micros dans les pages de la revue Mustang. Micros passera ensuite dans Titan quand Mustang rechangera de formule. Pour Luc, il imagine également des séries de science-fiction, Epsilon, Chronos et Cosmos. Il réalise par ailleurs des épisodes de la série Photonique, créée par son compère de chez Lug, Siro Tota. Jean-Yves Mitton a été de tous les combats, super-héros, marin breton, héroïne gauloise, mais il s'est particulièrement fait remarquer avec ses Chroniques barbares, rééditées au format intégral. 2020 marque les 75 ans de Jean-Yves et presque
60 ans de carrière. Donc voilà ce qui est de la grande carrière d'un grand monsieur. Moi personnellement, j'ai connu Miton quand j'ai acheté les Chroniques barbares. Bon. C'est une série très violente et un petit peu X que j'adore. Un peu, beaucoup quand même. Ouais. Un peu beaucoup. Moi, je trouve qu'il fallait vraiment faire... Enfin, je pense qu'il y a d'autres vidéos qui parlent de Miton, mais moi, je voulais vraiment qu'on en fasse une pour remercier ce grand personnage de la bande dessinée qui était à la fois scénariste, mais aussi un des plus grands dessinateurs qui est. Et quand on a fait les recherches, enfin moi je connaissais un peu, mais quand on a fait un peu plus de recherches, on s'aperçoit de l'éventail des dessins, de la variété de bandes dessinées sur lesquelles il a travaillé, quoi. Je connais pas beaucoup, alors il y en a peut-être, mais je ne les connais pas, beaucoup d'artistes capables de passer du comics à Chronique Barbare, à Break, à revenir sur un autre truc de comics, et toujours avoir une qualité de dessin toujours exceptionnelle, quoi. Et moi, j'aurais rêvé de rencontrer ce grand monsieur. Malheureusement, il commence à être un peu âgé maintenant. Suite au Covid, c'est quelqu'un qui est devenu assez méfiant et assez qui préfère rester un peu en retrait. Mais ça se comprend aussi. Ça se comprend. Mais voilà. Malgré tout, moi, je voulais vraiment posséder quelque chose de son œuvre. Alors, j'ai plusieurs trucs qui appartiennent à Miton, notamment des dessins qu'il a fait, qui ont été coloriés dans des conventions. Mais je voulais absolument avoir une planche originale. Limite, je me foutais de quel domaine de série c'était, mais je voulais absolument en avoir une, quoi. On peut pas tous payer, j'ai été raisonnable. Et la planche que vous voyez là, depuis le début de la vidéo, c'est une planche originale de Jean-Yves Miton. Est-ce qu'on la sort? Non. Non, on la sort pas, Madame a dit non. Donc, là, la planche que vous voyez, c'est une planche originale de la série de Silence et de Sang, c'est le tome 6 hors méta. Ça date de 1992. Et moi, j'ai vu plusieurs planches originales de Miton passer, et j'ai toujours apprécié son dessin. Là encore, on voit pas beaucoup, mais dans beaucoup de ses œuvres, quand tu vois le travail qui est fait sur les ombrages, sur les ancrages, c'est très très impressionnant. Je trouve que c'est quelqu'un de extrêmement talentueux, quoi. J'espère qu'il verra cette vidéo. Je pense qu'il la verra par intermédiaire d'une autre personne. Oui, voilà. Qu'on apprécie beaucoup. Et voilà, c'était juste une vidéo pour me remercier de son œuvre, pour aider les gens qui ne connaissent pas à s'intéresser plus à ce grand monsieur. Et voilà. Notre ami Roland, que vous connaissez par la vidéo qu'on avait fait avec lui, qui a une immense collection, voire presque le plus grand collectionneur, peut-être pas, mais voilà, c'est immense. A eu l'occasion plusieurs fois de recevoir Jean-Yves Miton chez lui. Et voilà, c'était toujours une personne prête à plaisanter, à regarder tous les albums que Roland avait, à scruter. Ils ont passé des heures et des heures à parler ensemble, et il me disait que voilà, c'était dommage qu'il se déplaçait plus, parce que ça a été une très très belle rencontre pour lui aussi. Non, voilà, c'était quelqu'un, moi je trouve que c'est quelqu'un d'extraordinaire, de par son talent de dessinateur, de par ses talents de scénariste, et que c'est une belle personne, ça a l'air d'être une belle personne, quoi. Et pour vous en convaincre, on vous reste avec lui, quoi. Oui. C'est que c'était une maison qui importait des États-Unis et d'Italie, beaucoup, mais ensuite beaucoup des États-Unis, donc Marvel. Parfois il y avait le drame de la page blanche. Dans un périodique, en l'occurrence un mensuel, la page blanche est un drame. Qu'est-ce qu'on va mettre à la place? On va quand même pas mettre des articles ennuyeux ou des BD qu'on va aller chercher au fond d'un tiroir. Et un jour, on a demandé à Stan Lee
que je ne présente pas, à vos éditeurs, à vos téléspectateurs. On a demandé la permission à ce que Mitton, à la suite de quelques essais sur le surfeur d'argent en particulier et Spider-Man, puisse entrer dans les journaux des éditions Lug, les mensuels, comme Mustang, Strange, vous venez de les citer. Il a dit OK. Je me rappelle encore le télétype, il n'y avait pas encore le fax, il n'y avait pas encore le mail. Le télétype, vous savez qu'on déroule avec des petits points, qu'on repasse dans une machine qui vous fait la traduction. Et il a dit OK pour Mitton. Et je suis rentré à la maison, j'ai offert le champagne à ma femme. Et je suis rentré sur cette planète, on peut dire sur cette planète super-héros. Ça a duré près de 20 ans, jusqu'en 90. Et là, les éditions Lug ont mis la clé sous la porte. Ils se sont vendus à Semic International, Stockholm, qui ne voulait pas de super-héros. Les super-héros en 90 étaient en déclin. Je vous le dis, les chiffres commençaient à baisser. On passait, pour vous donner une idée, à vos auditeurs, on passait de 150 000 par mois, donc Strange, surtout quand il y avait Spider-Man, on passait de ce coup à 80-90 000. Ce manque à gagner a fait qu'il y a eu un dépôt de bilan. Je suis passé à autre chose. Et puis d'un seul coup, qu'est-il arrivé? Hollywood s'est emparé de la planète Marvel, avec Pixar, avec Walt Disney. Marvel qui même avait chuté. Marvel ne faisait plus le chiffre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'avec l'invention avec l'informatique au cinéma, les effets spéciaux, ils se sont permis de pouvoir détruire la planète et New York pour bien moins cher que dans les années 70. Retour des super-héros. Qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai surfé, c'est le cas de le dire, j'ai surfé sur cette vague et je suis revenu dans ce monde de super-héros au milieu duquel on est en ce moment. Le retour, ça veut dire faire revenir d'anciennes bandes dessinées qui ont un petit peu vieilli, il faut bien dire ce qui est, mais qui restent d'actualité parce que le super-héros n'est pas d'une époque, il est d'une époque contemporaine, mais un super-héros peut vivre au XVIIIe siècle, il peut vivre à l'époque romaine. La preuve, ce sont les Gréco-romains qui ont inventé le super-héros, avec Atlas, Hercule, etc. Marvel n'a fait que rentrer dans cette veine, et nous-mêmes après derrière les artistes. Donc le super-héros en fait n'a pas d'âge, il n'est pas daté. Évidemment, il vaut mieux que ça se passe à New York ou à Paris ou à Lausanne, avec des buildings, avec un décor spectaculaire, plutôt que en rase campagne, bien sûr. Voilà. Donc ce monde ne vieillit pas beaucoup, n'a pas tellement vieilli. Captain America est né pendant la guerre 45, c'était un instrument de propagande. D'autres sont nés même avant, je pense à Tarzan, je pense à Zorro, qui était la préfiguration des super-héros. Voilà. Donc ça ne vieillit pas tellement. Ce qui progresse, c'est le décor et les mentalités. Voilà. Ça reste quand même, le but ultime reste quand même politique. C'est l'American Way of Life, vivre à la Yankee, à l'américaine. La preuve, regardez, les Stars and Stripes sont partout, le drapeau. Ce qu'il nous a fallu faire, je dis nous, parce qu'il y avait Siro Tota avec moi, et sans photonique, il nous a fallu réinventer des super-héros à la française. On n'a pas eu beaucoup de mal. Il y a des grandes villes à Paris, il y a des monuments, il y a tout ce qu'il faut. Et la mentalité aujourd'hui fait que les enfants acceptent, et les parents surtout, et les pédagogues, les professeurs, les instituteurs, les écoles acceptent ce monde de super-héros qui est un monde évidemment totalement virtuel. Beaucoup de projets en ce moment encombrent notre esprit. Il est toujours bon d'avoir des projets, même à 70 ans. Donc je redeviens un gamin et je retrouve un peu mon coup de crayon d'il y a 30-35 ans. Et à ce sujet, je voudrais préciser que Black, vieille histoire, va ressortir. Mes 27 épisodes, qui étaient bloqués en Italie, va ressortir au mois d'octobre. 2015, je précise le siècle. Je précise le siècle. Voilà. Et bonjour à
à tous vos auditeurs et à vos spectateurs. Merci beaucoup. Et vive les super-héros, hein.